Amora est un gars qui a tellement fait de quêtes secondaires qu'il est devenu trop fort. Mais peut-il vaincre Goku ? Une nuit, un dragon volant surgit des nuages du ciel juste devant un jeune garçon nommé Amora. Il commence à se remémorer des flashs de jeunes filles d'art mortes sous ses yeux et décide de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Alors, il attaque le dragon, utilisant son épée et ses pouvoirs magiques. Des chevaliers, qui se nomment les Saïrs, le rejoignent pour l'aider pendant qu'il écrit ses sorts magiques dans le ciel. Ils parviennent à l'immobiliser pendant un certain temps. Quand il brise les capacités des chevaliers et se retrouve de nouveau face à Imura, celui-ci utilise le sort de l'orage pour l'achever, provoquant une gigantesque explosion. 6 mois avant cette bataille, Imura était assis avec le reste de ses camarades à l'Académie de l'épée et de la magie. Il était l'un des étudiants spéciaux venus de tout le Japon, qui avaient réussi à éveiller leurs souvenirs de vies antérieures et à utiliser des super pouvoirs hérités de leurs ancêtres, malgré son visage un peu stupide et ses cheveux qui me rappellent étrangement ceux d'un pont. Les étudiants écoutaient un discours de motivation de la directrice de l'académie, Marie Schumann, mais Aimor s'était endormi et ne se sentait plus du tout, puis il commença à faire d'étranges rêves, voyant une fille aux cheveux roses dans des guerres violentes et sanglantes, et finalement, il la sauva, et elle vint vers lui pour le serrer dans ses bras. Quand il se réveilla, il la trouva debout devant lui, à une distance très proche, et pensa qu'elle pourrait s'approcher pour l'embrasser, comme dans son rêve. Il fut surpris par un coup sur la tête, et elle le traita de perdant pour avoir dormi le premier jour d'école. Et quand il la regarda, il sentit qu'elle ressemblait à la fille de son rêve, nommée Saracha. Et elle aussi, elle trouva qu'il ressemblait à un chevalier nommé Flaga. Quand Aimora l'appela par ce nom, il fut surpris qu'elle lui saute sur les genoux et l'appelle son frère Flaga. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'il n'était pas la personne qu'elle pensait et qu'il n'avait aucun souvenir de sa vie antérieure. Et le nom Saracha lui était venu à l'esprit par pur hasard. Alors elle pensa qu'elle allait le frapper à nouveau pour qu'il se souvienne. Quand Aimora s'approcha d'elle, elle le regarda et pensa que c'était quelqu'un qu'elle connaissait, nommé Shozora, et l'embrassa. Surecha était furieuse et commença à se plaindre jusqu'à ce qu'elle sorte soudainement en trombe. Surecha se présente alors comme Rango Satsuki et essaie d'être confiante, de se faire respecter par ses camarades et de les inviter à la suivre. Mais elle est accueillie par le ridicule et les critiques, et Aimora trouve qu'elle a l'air pathétique. Le professeur appela ensuite le nom d'Orochibara et découvrit que c'était la fille qui était inconsciente dans la salle de conférence, toujours endormie à son bureau, indifférente à tout ce qui l'entourait, l'air paresseux. Après le cours, Rango se dirigea vers le vestiaire et jura d'impressionner tout le monde avec ses compétences, surtout son frère Aimor, espérant que leur amour ne serait pas interdit cette fois-ci. Quand elle le vit dans le couloir, elle se précipita vers lui et lui demanda de sortir avec elle après les cours. Mais il tenta de l'éviter et lui dit qu'il allait chercher un travail. Et elle lui répondit que les règles de l'académie les empêchaient d'avoir un emploi à temps partiel. Orochibara s'approcha d'eux et leur expliqua que l'amphithéâtre était une dimension désassemblée et qu'aucune blessure ou plaie ne les affecterait quand ils reviendraient. Puis ils rejoignirent le reste de leurs camarades sur le terrain d'entraînement et le professeur leur expliqua qu'il existait 2 types de sauveurs. Les Shirogan qui utilisent du coup des armes et des épées et les Kuruma qui se fient à la magie. Puis il leur dit qu'il leur enseignerait les compétences des Shirogan et activa une capacité à former une aura de lumière autour de son corps et à changer ses vêtements. Certains étudiants étaient fascinés et voulaient l'essayer, alors il leur dit que cette capacité s'appelait Plana et que chacun d'eux devait trouver comment faire ressortir sa propre Plana. Ils essayèrent tous différents mouvements physiques en vain, jusqu'à ce que Rango apparaisse devant eux et sorte sa Polana avec aisance et fut capable de porter un de ses camarades d'une seule main, se sentant honoré par les regards de ses camarades. Pendant ce temps, Amura hésitait à sortir sa Polana et Rango le rejoignit. Ils entendirent un étudiant nommé Ezaroji se plaindre du cours inutile, de son point de vue sans valeur, et Rango s'approcha de lui et le traita, lui et ses amis, de racaille et de déshonneur pour les sauveurs. Il se met en colère et s'arrête devant elle et commence à se moquer de ses croyances, disant qu'elle se prend pour une championne de la justice. Quand elle le provoque davantage, il sort sa Balana et à la surprise de leurs camarades, son aura est suffisamment forte et brillante. Ezaroji demanda à ce qu'ils fassent un match d'entraînement et Rango accepta. Alors le professeur céda à leurs souhaits et arbitra le match lui-même. Puis ils s'arrêtèrent l'un devant l'autre et Ezaroji invoqua son arme préférée en préparation du combat et Rango, à son tour, invoqua son épée avec son pendentif. De l'autre côté, Aimura regardait le combat depuis les gradins avec Orochibara et les autres et lui dit que lorsqu'il pointerait sa Plana vers son pendentif, elle se transformerait en une arme qu'il utilisait dans sa vie antérieure. Le combat continua et les deux échangèrent des attaques jusqu'à ce que Rangel lui porte un coup puissant, mais à sa grande surprise, son épée s'envola de ses mains d'un seul mouvement et il la regarda triomphalement et lui ordonna de ramasser son épée pour continuer le combat. Elle se sentit en colère et jura de le faire s'excuser auprès d'elle après la fin de leur confrontation. Mais elle fut surprise par un coup par derrière qui déchira ses vêtements afin de l'embarrasser devant tout le monde. Alors Aimura s'approcha d'elle et lui mit son manteau autour d'elle, tandis qu'Essiroja continuait de se moquer d'eux et de le traiter de racaille, tout en profitant de son moment. Et quand il traita Rango de faible, elle ne put se retenir et s'enfuit. Et Aimura, ressentant du ressentiment face à l'intimidation d'Eziroji, la suivit. Après les cours, Aimura et Rango allèrent à un rendez-vous dans un café et il essaya de la réconforter, mais elle restait abattue. Alors il tenta de l'encourager et lui dit qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'être la meilleure tant qu'elle avait de bonnes intentions pour sauver les humains. Elle lui raconta que la ville où elle vivait autrefois était constamment attaquée par des métaphysiques.
Alors elle déménageait beaucoup et ne pouvait pas se faire beaucoup d'amis à cause de cela. Mais elle ne se sentait pas seule car elle avait des souvenirs de Saracha et voyait Flaga dans ses rêves chaque nuit. Puis elle lui dit qu'elle avait rejoint l'Académie des Sauveurs dans l'espoir de retrouver son frère Flaga, ce qu'elle croit fermement être lui, et tout ce qu'elle espère, c'est pouvoir l'impressionner et obtenir ses éloges. Puis elle se mit à pleurer en se souvenant de sa défaite face à Isaroji et se sentit pathétique. Orochibara les rejoint, surprise et en colère. Elle demande à Emura s'il l'a invité, mais il le nie. Emura lui dit de les laisser tranquilles, qu'elle leur est étrangère, et lui révèle qu'ils étaient Han frères dans une vie passée. Orochibara s'approcha d'Aemura et lui dit qu'elle ne pouvait pas les laisser. Rango tenta de l'éloigner par la force, mais en vain. Elle accusa Orochibara d'utiliser son corps pour le séduire et lui dit qu'elle ne devrait pas dire ça, car elle n'a pas la partie séduisante de son corps. C'est là, mais pas assez grand. Zut! Elle lui dit ensuite qu'elles étaient encore en pleine croissance et donna à Haimura l'occasion de mettre sa tête entre ses seins pendant un moment. Mais il se débattait jusqu'à ce qu'il traite Rango de tête de mule, rien. Et elle s'enfuit en les laissant, mettant fin à cette partie. Emura la remercia ensuite d'avoir aidé à remonter un peu le moral de Rango et lui demanda si elle les avait rejoints pour la réconforter, mais elle partit sans répondre clairement à la question. Le soir, Emura invita Eziroji sur le terrain d'entraînement et lui demanda de s'excuser auprès de Rango. Eziroji accepta à condition qu'Emura réussisse à le frapper au moins une fois, puis il retira ses robes et saisit son collier pour invoquer sa hache et surprendre Emura avec une attaque avant même qu'il n'ait eu le temps de se préparer. Pendant ce temps, Rango fut surprise quand Orochibara fit irruption dans sa chambre et lui dit qu'Emura était en difficulté contre Ezaroji, alors elle se précipita dehors tandis qu'Ezaroji le narguait pour s'être envolé d'un léger coup. Aimura sentit qu'il était en difficulté, incapable de lire les mouvements rapides d'Ezaroji et il fut surpris de le voir se tenir derrière lui et tenter de le frapper d'un coup puissant. Mais il le bloqua avec son arme juste à temps, et quand ils virent Rango debout dans les gradins, Isaroji lui dit qu'il continuerait son combat avec elle après l'avoir écrasé. Il était furieux et continua de le frapper avec sa faible épée en vain, puis il fut surpris que son épée se brise quand Ezaroji balança sa hache sur lui et continua de le repousser chaque fois qu'il essayait de résister et de continuer à se battre. Et quand son arme lui tomba des mains et qu'il alla la ramasser, Ezaroji lui marcha sur la main et lui demanda si cela lui semblait amusant. Aimura se souvint de certains de ses souvenirs avec Rango, quand elle lui avait dit qu'il ne perdrait jamais une bataille en tant que lièvre de l'épée sacrée et chevalier le plus fort, et il fut surpris qu'elle lui dise la même phrase au présent. Alors il se souvint qu'il lui avait promis par le passé qu'il gagnerait toujours. Peu importe le nombre de personnes qui l'affronteraient, il les vaincrait et reviendrait vers elle. Quand Eziroji tenta de porter le coup de grâce, Amura se souvint de tout son passé et invoqua son arme, puis se précipita vers lui pour l'attaquer. Tandis qu'Eziroji était choqué par sa super vitesse qui égalait la sienne et tentait de bloquer l'attaque d'Emura. Mais tout le monde fut surpris qu'Isuroji perde connaissance et tombe immobile. Et quand Rango se précipita vers lui, Emura tomba inconscient dans ses bras. Attendez une seconde, je viens de réaliser que 98% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Vous voulez voir un tour de magie? Regardez ma photo de profil, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous voyez le bouton s'illuminer, cliquez dessus avec l'icône de la cloche et le pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci. Aimura fit un rêve sur son passé, promettant à sa sœur qu'il vaincrait tous les ennemis et reviendrait vers elle victorieux. Puis Rango s'approcha de lui et l'embrassa. Mais quand il reprit connaissance, il découvrit qu'une autre fille blonde était en fait en train de l'embrasser. Puis il trouva la directrice Murray debout devant lui et elle lui dit qu'elle lui avait transféré de la magie par ses lèvres pour compenser le mana qu'il avait perdu. Puis il découvrit qu'elle avait déjà ligoté Rango parce qu'elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui et lui dit qu'elle n'approuvait pas les relations illicites. Elle s'assit ensuite à côté d'Aemura et lui demanda s'il était l'ancien dragon de ses noix, expliquant que certains sauveurs pouvaient avoir 2 vies antérieures au lieu d'une seule. Il lui dit qu'il se souvenait à peine de sa vie passée en tant que guerrier. Elle dit qu'elle avait regardé son combat contre Lizaroji, et quand il porta son coup final, il utilisa la 3e étape de la magie noire. Elle lui dit ensuite de se reposer et que son corps était indemne, puis quitta la pièce, laissant Rango comme une otage, ligotée avec des cordes sur le sol. Quand il la détacha, elle se précipita vers lui et lui demanda s'il se souvenait de tout, et il lui répondit qu'il se souvenait de peu de choses de sa vie. Orochibara les rejoignit ensuite et l'embrassa pour exaspérer Rango, tandis que la petite fille les observait derrière le mur. Aimura et Rango échangèrent leur numéro de téléphone, et Aimura fut ravie que ce soit le premier numéro qu'elle ait enregistré sur son téléphone après ceux de ses parents. Et Orochibara réalisa qu'elle était seule et n'avait pas d'amis. Zut! Alors elle lui demanda d'échanger leurs numéros aussi, et Aimura et Orochibara sont surpris quand l'un de leurs camarades entre dans une salle de classe et demande à Emura et Orochibara de sortir avec lui, puis leur annonce que Marie les a promus au rang C. Et Emura réalise que c'est le frère aîné d'Ezaroji nommé Jin. Emura comprit que ce nouveau rang aurait quelques inconvénients, alors Jin lui dit qu'il devrait rejoindre et devenir l'un de ses hommes de main dans la Striker Squad, une escouade de contre-attaque contre les monstres métaphysiques qui combat 1 ou 2 fois par mois. Et quand Jin lui murmura le numéro, il fut très excité et accepta de rejoindre son équipe immédiatement. Pendant ce temps, Rango les espionnait derrière la porte, puis les rejoignit et demanda à Jin de l'inclure dans son équipe avec Emura et Orochibara.
Jin est surpris par son apparition soudaine et lui dit qu'il ne sait rien de ses capacités pour la considérer dans son équipe. Il dit sarcastiquement que ses capacités sont suffisantes pour lui faire subir une défaite humiliante devant son frère. Jin lui dit qu'il est trop tôt pour qu'elle rejoigne, même à titre de précaution, puis s'en va, la laissant frustrée entre eux. Elle sort en trombe avec l'intention de devenir plus forte et de prouver à tout le monde qu'elle est digne de confiance. Après l'école, Jin et son escouade se sont réunis avec Haemura et Orochibara pour les accueillir, puis se sont tenus fermement devant Jin pour réciter l'hymne de l'escouade, et Haemura se sentait nerveux à l'idée de devoir mémoriser leur devise également. Emura et Shibara regardaient depuis les gradins, et elle lui dit que la génération de Jin était connue comme la génération dorée, ayant vaincu plus de métaphysique que quiconque au Japon et étant les plus forts de l'agence des Chevaliers Blancs, la plupart d'entre eux ayant dépassé le rang B. Haemura se demanda s'il pourrait un jour devenir quelqu'un d'important. Après l'entraînement, il se sentit épuisé après que Jin l'ait battu et eut l'impression de n'avoir jamais été aussi fatigué depuis sa naissance. Alors Orochibara lui dit qu'il était trop tard pour battre en retraite et esquiver les coups. Ils trouvèrent Rango debout devant eux, attendant Haemura, et elle proposa d'aller déjeuner. Mais Orochibara l'interrompit et lui dit qu'elle et Haemor étaient très fatigués en ce moment et lui conseilla de se reposer afin qu'il puisse assister à l'entraînement tous les jours. Rango se sentit embarrassé et s'excusa de ne pas avoir réalisé l'importance de la situation et demanda si elle pouvait les inviter à un pique-nique pendant leur jour de congé, puis partit après avoir obtenu leur consentement sans poursuivre leur conversation. Amora dit qu'il n'aimait pas la façon dont elle se comportait avec Rango et que cela ne le rendait pas heureux, puis lui dit avant de partir que ce qui le rendait heureux, c'est quand quelqu'un lui souriait. Après cela, Rango pleurait tout le long du chemin parce que Orochibara était plus proche de son frère car elle était plus forte qu'elle, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel d'Emura qui lui demanda pourquoi elle pleurait. Alors elle fit semblant d'être allergique à un médicament, mais elle fut surprise quand il lui dit qu'il pouvait voir les larmes couler sur ses joues et découvrit qu'il marchait derrière elle. Il s'approcha ensuite d'elle et lui demanda de déjeuner ensemble pendant les vacances pour lui remonter le moral. Il fut embarrassé quand elle lui demanda de lui parler au téléphone avant d'aller se coucher et lui dit en plaisantant qu'elle serait occupée 3 jours par semaine. Quelques jours plus tard, Rango appela Orochibara, la réveilla et lui demanda de venir avec elle quelque part. Quand elle la rencontra, Orochibara se demanda pourquoi elle l'avait invitée, et Rango lui dit qu'elle voulait acheter un cadeau à Imura pour sa promotion et l'avait choisi pour partager l'argent du cadeau. Orochibara se promenait dans les magasins et les marchés avec elle indifféremment, tandis que Rango réfléchissait à l'achat d'un cadeau approprié pour lui, et après un moment, elle s'assit, se sentant frustrée de ne pas avoir choisi un cadeau approprié. Alors Orochibara lui demanda de lui apporter de la glace parce qu'elle en avait envie. Quand Rango revint avec la glace, elle vit 2 enfants en manger ensemble et se souvint en avoir mangé avec Emura quand ils étaient jeunes. Et elle fut surprise par d'épais nuages dans le ciel. Le sol commença à s'effondrer sous elle et un énorme monstre ressemblant à un serpent émergea de l'eau de la fontaine. Cela causa un grand chaos et les gens commencèrent à courir partout, tandis que Rango restait debout devant lui, hébété. Puis elle remarqua un enfant en pleurs gisant sur le sol près du monstre, et elle se sentit effrayée et incapable de bouger, mais elle combattit ses sentiments après avoir pensé qu'elle ne mériterait pas d'être la sœur d'Amor si elle s'enfuyait. Elle utilisa ensuite son collier pour invoquer son épée et faire face au monstre, dit à Orochibara de s'occuper du petit garçon, puis se précipita vers le monstre et l'attaqua, causant une profonde coupure dans son corps, puis commença à écrire son sort magique et utilisa l'élément de glace pour le geler. Orochibara lui dit qu'elle avait contacté Haemura et l'académie. Sarango lui dit de dégager l'endroit pendant qu'elle essayait de gagner du temps. Orochibara l'intercepta et lui dit qu'elle était la sorcière vénérée des enfers et qu'elle la soutiendrait dans son combat contre le monstre, et elles commencèrent à l'attaquer avec diverses compétences. Orochibara dit que c'était un monstre à plusieurs têtes et s'approcha de Rango et lui demanda d'augmenter la force de sa plana, et elle fut surprise de constater que le corps d'Orochibara se durcissait progressivement. De l'autre côté, Emura se rendit au quartier général de son escouade et dit à Jin qu'un monstre à 9 têtes avait attaqué un grand centre commercial et fut surpris quand Jin refusa d'envoyer de l'aide là-bas parce que la classe du monstre était supérieure à la leur et qu'ils auraient besoin d'une armée de 100 personnes pour le vaincre. Emura se sentit impuissant et se souvint du moment où il avait voulu sauver ses parents et donner du sang et le médecin avait refusé de prendre l'échantillon parce qu'il était encore jeune. Il se sentit en colère et refusa d'obéir aux ordres et leur dit que s'il ne pouvait pas sauver 2 filles, il ne méritait pas de se faire appeler les épées du salut. De l'autre côté, Ranga essayait de réveiller Orochibara après qu'elle se soit évanouie. Le monstre s'approcha d'elle et commença à enrouler sa langue autour d'elle pour la ligoter. Elle sentit que c'était la fin et qu'elle ne pouvait rien faire pour rendre son frère fier, tandis qu'Amoris invoquait son arme et réussissait à la sauver à temps. Puis il commença à frapper et à attaquer les têtes et continua de déchirer le monstre en morceaux jusqu'à ce qu'il entende Orochibar lui dire qu'il devait avoir un autre pouvoir pour le vaincre et lui dit qu'il pouvait le faire. Alors il se souvint de certains de ses souvenirs antérieurs et commença à écrire ses sorts magiques jusqu'à ce qu'il invoque l'élément du feu et le combine avec son épée pour former une force formidable, puis se précipita vers les têtes du monstre pour l'achever d'un coup fatal et réussit à sauver ses amis. Après cela, Jin décida d'inclure Rongo dans leur équipe avec le rang de réserviste pour son courage à affronter le monstre et à le combattre malgré la différence de niveau entre eux. Puis il dit à Haemura avant de partir que sa décision était juste de confronter le monstre et Rango resta heureuse de rejoindre l'équipe et fut proche d'Haemura tout le temps.
Quelques jours plus tard, Orochibara s'endort alors qu'elle est assise avec Imora et Rango dans un café quand un homme mystérieux entre dansant sans raison et s'assied à la table à côté d'eux et la serveuse est surprise de découvrir qu'il ne parle que l'anglais. Quand elle s'approcha d'eux, elle découvrit qu'il parlait couramment le japonais et lui demanda de le parler dès le début. Mais il lui dit qu'il ne pouvait pas lire le menu, puis demanda à la serveuse de lui apporter une boisson spécifique et continua de décrire comment elle devait la préparer pour qu'elle lui convienne. Rango se sentit en colère et lui demanda d'aller chez Starbucks pour se faire une boisson spéciale. Orochibara réalisa qu'il était un Anglais de Grande-Bretagne quand il dit que le thé servi dans les cafés anglais est principalement en sachet. Alors Rango demanda au gérant du café de faire une boisson spéciale, et le gérant fit la meilleure boisson du café jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle contenait du lait, et il la recracha immédiatement, dégoûté. Quand Haimura alla parler à la serveuse, il fut surpris que le temps se soit arrêté et que la personne connaisse déjà son nom et fut étonné de la vitesse à laquelle il se déplaçait d'un endroit à l'autre. La personne a failli le frapper, mais il s'est arrêté et a tout remis en ordre avec un sourire confiant, puis il a mis ses lunettes et a quitté le café après avoir payé sa boisson. Orochibara leur a dit que c'était Edward Lampard, l'un des 6 chefs d'État du plus grand pays du monde, et qu'il venait d'utiliser une technique secrète de Genzokyo. Orochibara a déduit qu'il était venu pour Emura et a dit à Rango que la plupart des pays s'intéressaient aussi à lui. Elle était fière que son frère soit le centre d'attention grâce à sa force et a qualifié le comportement d'Edward de stupide pour avoir cherché la bagarre avec Emura, ajoutant qu'il atteindrait le rang S à la vitesse de la lumière. Orochibara a dit que ceux qui atteignent le rang le plus élevé ont si peu de liberté qu'ils doivent demander la permission pour se promener et sont forcés de combattre en toutes circonstances d'énormes groupes de monstres. Et Rango était frustré de ne pas pouvoir sortir avec Emor s'il atteignait le rang S. Rango lui demande pourquoi elle est à l'académie alors qu'elle n'est pas étudiante. Elle répond qu'elle s'est réveillée de sa vie antérieure de sauveuse plutôt que la plupart des gens et qu'elle loge chez sa sœur aînée, Marie. Quand Haimura a demandé à Orochibara si elle connaissait Maya, elle leur a dit que son frère aîné était le directeur de l'académie. Arrivé dans la cour, le professeur leur a annoncé que le cours du jour serait un entraînement commun aux premières et deuxièmes années. Puis il a demandé à un élève de deuxième année d'expliquer l'entraînement aux premières années. Un élève blond nommé Camille s'est porté volontaire. On dirait que tous les personnages blonds de ce monde sont stupides. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Puis il a demandé à Emora de le rejoindre pour un combat d'entraînement puisqu'il était maintenant une super recrue. Rango a été surprise que ce salaud fasse partie de l'équipe Hitman, le frère aîné d'Orochibara, regardé depuis les gradins avec Edward qui était absorbé par son jeu vidéo, indifférent au combat. Camille a ensuite utilisé sa Polana et invoqué son arme, puis a utilisé ses capacités magiques et attaqué Emura avec une flamme. Mais il fut surpris que sa capacité soit bloquée par l'anti-magie, sous le regard stupéfait de ses collègues, puis il commença à écrire ses propres sorts et réalisa qu'il utiliserait la 3e étape de la magie. Il s'inclina devant lui, s'excusant pour qu'il ne l'attaque pas avec ses capacités, mais Amura n'en tint pas compte et lui lança une énorme attaque de feu, provoquant un bruit qui atteignit l'extérieur de l'académie. Après l'entraînement, il se rendit au bureau de la directrice Marie, mais fut accueilli par sa sœur, Maya, qui lui dit qu'elle pouvait lui révéler tout ce qu'il voulait savoir. Elle commença à lui parler de la famille Orochibara et du fait que le président voulait faire de sa sœur une sauveuse pour qu'elle monte en grade et qu'il l'entraînait à la magie noire avant qu'elle ne rejoigne l'académie. Pendant ce temps, Orochibara était en réunion avec son frère et Edward, qui était impressionné par ses capacités de mage noir et continuait de discuter de l'incident de Maul avec son frère. Orochibara souhaitait qu'une météorite tombe du ciel à cet instant. Ensuite, elle est allée au jardin et a trouvé Emura allongé en transe, se souvenant de Shosora, la personne qu'elle avait connue dans sa vie antérieure, et se rappelant quand il avait utilisé le sort de santé de glace interdit et gelé tous les êtres vivants du pays. Hamura s'est réveillé après avoir fait le même rêve et a réalisé que c'était un autre souvenir d'une autre vie passée. Il semblait avoir eu 2 vies antérieures, mais il a paniqué en trouvant Orochibara allongée sur lui, et quand il l'a regardée, il lui a demandé si elle était la sorcière des enfers dans sa vie passée. Elle prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais il continue de la regarder. Elle pense qu'il veut l'embrasser et commence à s'approcher de lui. Il recule et lui dit qu'il ne voulait pas jusqu'à ce que Rango les interrompe et poursuive à mort, essayant de le frapper et de le gronder pour l'avoir surprise. À ce moment-là, Edward apprit que le monstre métaphysique avait été vaincu par seulement 3 personnes, selon le rapport de Marie. Il trouva cela suspect et était curieux de voir la véritable puissance de Haimura. Le soir, Haimura est allée rendre visite à Orochibara chez elle, et quand elle est allée dans la salle à manger, elle l'a trouvé qu'il l'attendait avec son frère. Haimura avait changé de coiffure pour une qui le rendait encore plus ridicule qu'avant, comme s'il voulait paraître riche. Le directeur de l'académie a demandé à Haimura si sa sœur lui était utile en tant qu'amie, et elle a répondu qu'elle était bonne pour lui. Alors il lui a dit qu'elle continuerait à travailler dur jusqu'à ce qu'elle puisse égaler la force de Haimura, et lui a dit que l'une des exigences était de vaincre un monstre métaphysique d'un niveau supérieur à la normale, ce qui signifie qu'il a rempli cette exigence de son point de vue. Et Haimura lui a dit qu'ils avaient vaincu le monstre A3, il lui a dit qu'il le promouvrait au rang S si les 2 autres étaient d'accord et a essayé de le tenter avec la gloire et la fortune. Orochibara a objecté qu'il serait privé de sa liberté s'il atteignait le rang le plus élevé, mais il lui a dit que c'était la décision de la famille.
Après le dîner, Orochibara s'est excusé pour le comportement égoïste de son frère, et quand Aimura a vu sa chambre, il a été perplexe de constater qu'elle ne ressemblait pas à la personnalité d'Orochibara et qu'elle avait l'air d'un endroit où elle n'avait pas sa place. Mais elle lui a dit que les membres de sa famille n'avaient pas le droit d'avoir leur propre passe-temps, puis elle a posé sa tête sur le bord de son lit et a dit que le sommeil était la seule chose qu'elle choisissait pour elle-même parce qu'elle passait un bon moment dans ses rêves. Elle a ensuite rappelé des scènes de sa vie passée quand elle était jeune et quand elle a rencontré Shozora pour la première fois. Ensuite, ils se sont tenus ensemble sur le balcon pour respirer l'air, puis elle s'est approchée de Himuro, arguant qu'il faisait froid. Il s'est souvenu quand elle s'asseyait sur ses genoux autrefois et lui a demandé si elle voulait rentrer. Mais elle a dit que l'atmosphère à l'intérieur semblait déprimante. Sur le chemin du retour, Imora a remarqué que quelqu'un le suivait à moto, alors il a demandé au chauffeur de le déposer au milieu de la route car il voulait profiter de l'air frais avant de rentrer chez lui. Après le départ du chauffeur, il s'est dirigé vers un parc et a ordonné à son poursuivant de sortir de sa cachette. Il lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal et a proposé de régler l'affaire pacifiquement, mais cette personne a utilisé sa polana et a invoqué son arme en signe de défi contre Amor. Amor a esquivé tous ses coups jusqu'à ce qu'il ait la bonne occasion d'utiliser sa force et d'invoquer son épée. Ils ont continué à échanger des coups et des attaques jusqu'à ce qu'Amor essaie de le repousser et réalise que c'était une femme quand il a senti ses seins. Puis elle a transformé son arme en 2 dagues et a continué à l'attaquer jusqu'à ce qu'Emura se souvienne d'un aperçu de son passé quand il était Shosara, puis a commencé à écrire le sort qu'il utilisait autrefois et a attaqué la fille avec la capacité de la lame de brise et a réussi à la vaincre et à la forcer à s'échapper. Il s'avère qu'Edward avait envoyé la femme pour tester les capacités d'Emura et a dit au frère d'Orochibara qu'il ne pouvait pas le nommer au rang S, tandis que la fille était allongée sur le lit devant lui, blessée de partout, et il était furieux que la situation ait tourné en sa faveur en quelques secondes. Quand Aimur est rentré chez lui, il a été surpris de trouver Maya là pour l'accueillir. Quand il lui a demandé comment elle était entrée, elle lui a dit qu'elle serait sa colocataire à partir d'aujourd'hui, selon la décision de sa sœur Marie. Aimura est resté éveillé toute la nuit, n'étant pas habitué à ce que quelqu'un dorme à côté de lui, surtout si c'était une fille. Le lendemain, Orochibara a été surprise par la décision de son frère de l'envoyer en Grande-Bretagne pour poursuivre ses études, car il n'avait même pas assez de mages noirs. Et quand elle a objecté, il lui a dit que c'était la décision unanime de la famille. Rango se précipite vers les autres, furieuse à l'idée que Maya devienne la colocataire d'Amor. Et Orochibara n'a pas le temps de leur parler de la décision de son frère avant la fin de la journée et est déçu d'avoir fini par être séparé de Aimor. Le lendemain, Rango a couru dans l'académie jusqu'à atteindre Aimor et lui a dit que Marie avait rejeté sa demande de devenir sa colocataire à la place de Maya et lui a dit que personne d'autre ne serait sa sœur, puis ils ont remarqué qu'Orochibara était absente de l'académie. Pendant ce temps, elle déjeunait avec son frère et Edward qui était heureux qu'elle ait accepté d'étudier en Grande-Bretagne. Elle est ensuite allée parler à Marie au téléphone selon le serveur, mais a découvert que c'était Aimor. Puis il lui a demandé la raison de son absence et elle a fait semblant d'être malade. Mais il savait qu'elle mentait, alors il a menacé de s'introduire chez elle si elle ne lui disait pas la vérité. Elle a donc dû lui parler de ses études en Grande-Bretagne, alors il lui a dit qu'il serait le premier à la soutenir si c'était sa décision. Puis elle a été surprise par son sentiment d'insatisfaction face à la réalité. Quand il lui a demandé de ne pas écouter ce que son frère disait, elle s'est souvenue de scènes de son enfance et de ce à quoi elle était soumise, et lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça et qu'elle était restreinte au sein de cette famille. Aimara s'est mise en colère et lui a dit que personne ne peut restreindre la liberté de quelqu'un d'autre. Orochibara a été surprise de le trouver en train de dire les mêmes choses qu'il avait dites par le passé. Elle lui a dit avant de raccrocher qu'elle irait bien. Quand elle est revenue vers eux, elle a trouvé le serviteur s'approchant de son frère pour lui dire qu'il avait un invité à rencontrer. Quand il lui a dit de lui demander de partir, elle a été surprise quand Aimor a fait irruption dans la maison par la fenêtre. Son frère était furieux et lui a dit que ce qu'il avait fait était une intrusion. Tandis qu'Edward, gardant son calme, a dit à Aimora qu'il était venu le prévenir de ne pas se ridiculiser. Il s'est ensuite adressé au frère d'Orochibara et a dit que c'était lui qui avait vaincu le super monstre ce jour-là, seul, pour le faire rejoindre la classe S et approuver le voyage de ses sœurs à l'étranger. Elle le traite d'idiot parce qu'ils sont morts avant et sont maintenant réunis. Et étudier à l'étranger n'est rien comparé à ça. Il lui dit qu'il la considère comme tout et ne veut pas être séparé d'elle parce qu'il ne se souvient de rien de sa vie antérieure et qu'elle est tout ce qui lui reste, puis il lui demande de révéler ses vrais sentiments. Elle a dit qu'elle voulait être avec lui, alors il lui a tendu la main et lui a demandé d'être avec lui pour toujours. Elle s'est précipitée vers lui et l'a serré dans ses bras comme elle le faisait autrefois et s'est sentie comme libérée de l'esclavage de sa famille envers elle. Puis Aimara l'a porté et ils se sont échappés du palais. Son frère était furieux et a demandé à Edward de l'aider à récupérer sa sœur. Il a dit qu'il causerait beaucoup de problèmes en s'ingérant dans les affaires internes. Et il leur a dit qu'il le nommerait exécuteur au quartier général japonais de l'agence du Chevalier Blanc. À ce moment-là, Aimora et ses compagnons étaient sur le chemin du retour et ont été surpris par une attaque surprise sur leur voiture, mais il a réalisé la situation et a utilisé sa capacité pour empêcher leur voiture de heurter quoi que ce soit. Et quand ils se sont arrêtés, ils ont trouvé l'assassin devant eux avec Edward qui lui a demandé de rendre Orochibara. Hamura refuse de la rendre. Edward dit qu'il comprend où il veut en venir. Il dit qu'il a vaincu le monstre seul pour annuler sa raison d'étudier à l'étranger et demande des preuves. Il le défie en duel, ce qu'Hamura accepte volontiers.
Ils se sont ensuite dirigés vers une clairière et ont utilisé leur pouvoir pour invoquer leurs armes et ont commencé à s'attaquer mutuellement. Amura a été surpris de sa force tandis qu'Oroshibara et Rango affrontaient les ennemis de l'autre côté de la route. Hamura a ensuite réussi à bloquer une attaque d'Edward qui lui a dit qu'il utilisait une capacité lui permettant de concentrer tout le plasma de son corps en un seul point, rendant son corps invincible pendant une fraction de seconde. Aimura s'est suffisamment éloigné de lui et a commencé à écrire des sorts pour invoquer l'élément du feu. Puis il a essayé de le frapper d'un coup d'épée, mais Aimura l'a bloqué juste à temps et a utilisé son élan pour le projeter au loin. Puis il s'est approché de lui avec confiance et lui a demandé s'il voulait battre en retraite. Aimura a été surpris par une sensation similaire à celle qu'il avait eue dans le couloir de l'académie après que Maya ait utilisé sa capacité de chant de rêve. Puis elle s'est approchée de lui et lui a dit de ne s'inquiéter de rien et de l'attaquer de toutes ses forces. Il s'est relevé après avoir repris confiance grâce à son pouvoir et a recommencé à écrire ses sorts. Quand Edward l'a attaqué à nouveau, il a été surpris que ce soit lui qui disparaisse cette fois et apparaisse derrière lui, écrivant toujours ses sorts jusqu'à ce qu'il invoque une boule de feu et la combine avec son épée pour créer une super puissance. Aimura a réussi à briser son épée d'un seul coup de l'épée augmentée. Mais Aimura a également été surpris de voir qu'il avait 2 colliers d'invocation. Et dès qu'Edward les a saisis, il a complètement changé d'apparence et s'est transformé en chevalier en armure. Pendant ce temps, l'assassin furtif a réussi à vaincre Rango et Oroshibara ensemble, puis s'est arrêté quand elle a été attirée par les lumières vives venant de l'intérieur de la forêt. Pendant ce temps, Aimura et Edward échangeaient des attaques de toute leur force, et Edward lui a dit de se rendre car il était immortel et ne pouvait pas le battre, mais il a réussi à briser une partie de son masque, et ils ont continué à se battre pendant qu'Aimura cherchait un moyen de le vaincre et de protéger Oroshibara. Puis il s'est souvenu de son passé quand il avait pris des milliers de vies, détruit de nombreuses nations et dressé le monde entier contre lui, tandis qu'elle était restée la seule à ses côtés, et il s'est rappelé qu'Oroshibara était sa femme dans sa vie antérieure. Puis il s'est envolé vers la plus haute altitude dans le ciel et a écrit ses sorts pour invoquer les pouvoirs de la glace. Et puis, ils ont tous été surpris par sa capacité à maîtriser la 8e étape de la magie noire, et Orochibara a réalisé qu'il récitait le sort interdit, et Edward a joyeusement accepté la défaite en échange de faire perdre son humanité à Amora. Et puis, Amora a utilisé sa capacité et a fait se répandre la glace dans toute la forêt, gelant tout ce qui passait jusqu'à atteindre Edward et l'achever. Le soir, après leur retour à la maison, Rango a été surprise quand il lui a dit qu'il n'avait pas vaincu Edward, mais l'avait gelé pour l'immobiliser, puis a demandé à Marie de lui dire un moyen de le vaincre si elle avait une idée. Puis ils ont été surpris de le trouver frappant à la porte. Quand Aemura et Orochibara sortent pour le rencontrer, il leur dit qu'il n'a aucune intention de faire quoi que ce soit, admet que Aemura l'a battu et décide d'annuler le transfert d'Orochibara en Grande-Bretagne, puis lui demande pourquoi il n'a pas évité de le frapper quand ils étaient au café. Et il répond qu'il savait qu'il n'avait aucune intention de l'achever grâce à leur lien à ce moment-là. Alors Edward décide de le nommer chef du quartier général britannique pour obtenir le rang S. Un mois plus tard, les vacances d'été arrivent, et Jean, le chef de l'équipe d'assaut, décide d'organiser un camp sur une petite île cette année, et leur dit qu'ils n'y iront pas en vacances, et Rango décide d'acheter un maillot de bain spécial pour l'excitation de Haigwa. Pendant ce temps, Orochibara était au palais, choisissant parmi différents maillots de bain que son frère avait fait concevoir par les meilleurs créateurs de mode. Quand il fut temps de partir, les étudiants se sont rassemblés devant Marie, qui a écrit un sort magique pour activer un portail et les transporter sur l'île. Rango a sauté dans l'eau avec enthousiasme, mais a été surprise par les vagues qui passaient tout par-dessus son bikini, rejointe par Maya et Momo, qui avaient honte de montrer son maillot de bain jusqu'à ce qu'un garçon nommé Takatsura la surprenne par derrière et lui retire ses vêtements. Amora fut ensuite surpris par la chef adjointe de l'escouade, Kanzaki, debout derrière lui attrapant les fesses. Quand Takatsura lui a demandé pourquoi elle ne portait pas de maillot de bain, elle leur a dit que Jean lui avait interdit d'en porter parce qu'elle était moche en maillot de bain, et elle n'a cessé de se plaindre et de le maudire jusqu'à ce qu'il lui attrape la tête par derrière et dise à tout le monde que leur entraînement allait commencer maintenant. Il leur a ensuite dit qu'ils pouvaient chacun choisir leur propre défi pour la durée du camp et devaient les relever avant leur dernier jour sur l'île. Ils ont convenu de se retrouver au dortoir à 18h. Rango a décidé de défier Momo à une course de vitesse, ce que Momo a dû accepter. Amura prend le rôle de juge et siffle le départ de la course, chacun d'eux utilisant ses pilanas pour augmenter sa vitesse. Momo parvient à battre Rango à chaque tour grâce à son incroyable vitesse, tandis qu'Orochibara pense que Rango ne connaît pas les limites de son pouvoir. Pendant la course, Aimura a reçu un appel téléphonique d'Edward qui lui a dit qu'il avait convenu avec la directrice de l'académie, Marie, d'organiser une réunion des 6 chefs pour lui, mais il a été surpris que Aimer ne se soucie pas de connaître les détails après lui avoir raccroché au nez. Il est ensuite allé voir les autres et leur a dit qu'Edward l'avait nominé pour le rang S, mais l'empereur de Russie s'y opposait fermement et Maya a dit que c'était une personne très effrayante. Marie a pris le train et s'est assise en regardant les photos des étudiants en vacances que sa sœur lui avait envoyées et elle était heureuse que Maya se soit fait tant d'amis.
La nuit, Rango a demandé à Imara de l'entraîner pour être plus rapide que Momo et la battre. Alors il lui a suggéré de choisir un autre défi, mais elle a dit qu'elle savait à quel point c'était difficile et qu'elle se sentirait comme un obstacle si elle ne pouvait pas le surmonter. Haimura s'est souvenu d'un aperçu de son ancienne vie en tant que Flaga et qu'il se battait toujours et ne la voulait pas sur le champ de bataille parce qu'il savait à quel point ses talents cachés étaient puissants et que s'il se manifestait, il ne pourrait pas les contrôler. Il lui a ensuite demandé de ne pas continuer son défi avec Momo car elle est spécialisée dans la vitesse et sa vitesse est sa véritable force. Rango a été convaincu de son point de vue et il lui a ensuite dit qu'elle avait ses propres forces et qu'elle devrait faire un effort pour les développer. Alors elle lui a demandé d'être son partenaire d'entraînement au lieu de Momo et elle était heureuse quand il a accepté et lui a dit qu'il s'entraînerait tous les jours et ferait à de leur mieux. Le lendemain, Mari a rencontré l'un des cadres de la branche japonaise de l'agence, Soroba Ando, qui a dit à Mari qu'elle utiliserait un portail pour aller à Londres ensemble dès leur arrivée. Mari se demandait si les rumeurs concernant le transfert de tous les sauveteurs à Tokyo étaient vraies et Soroga l'a confirmé. Le soir, les étudiants ont organisé un barbecue dans le jardin extérieur, Rango faisant la cuisine et tout le monde admirant ses talents, tandis que cet idiot de Kami s'est tourné vers Haimori et a dit sarcastiquement qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles sa promotion au rang S était annulée et qu'il pourrait prendre un nouveau départ en tant que messager, étant le plus jeune membre de l'escouade. Hamura lui a demandé s'il était messager l'année dernière. Kanzaki s'est approché d'eux et lui a dit qu'il n'avait pas encore rejoint le groupe, ce qui a rendu Kami embarrassée et frustrée. Elle s'est ensuite approchée de Kaimura et lui a dit qu'ils allaient prendre un bain de soleil ensemble demain. Jin l'attrape avant qu'elle ne puisse refaire une bêtise et dit à tout le monde que demain sera le jour de l'entraînement d'autoguidage. La nuit, Rango continue de s'entraîner dur sous la supervision de Haemura et lui dit qu'elle doit courir 100 mètres sur l'eau pour suivre la vitesse de Moma. Pendant ce temps, Orochimaru les observait avec Maya et Rango continuait d'essayer d'atteindre la distance requise jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et s'allonge sur la plage. Puis elle a dit à Haimura qu'elle avait une étrange sensation de l'autre côté de la mer. Il lui a dit qu'il ne voyait rien d'étrange. Elle a pensé que c'était sûrement l'air froid, alors ils ont décidé d'arrêter de s'entraîner pour le moment, mais le sentiment étrange de Rango s'est intensifié quand elle a aperçu une brume noire de l'autre côté. Quelques jours plus tard, le camp se termine et tout le monde célèbre la fin des vacances d'été avec des feux d'artifice le soir. Momo tire un feu d'artifice sur les fesses de Kanzaki, qui y voit une déclaration de guerre et utilise sa capacité magique pour les poursuivre, tandis que Kami demande à Emura d'apporter plus de feux d'artifice. Sur le chemin du retour, il rencontre Orochimaru et la trouve vêtue d'un kimono par-dessus son maillot de bain. Elle lui dit que son frère l'a forcé à porter un maillot de bain et lui demande de se promener, alors il s'assoit et regarde la mer et les feux d'artifice ensemble. Après cela, la réunion des 6 chefs a commencé et Edward a commencé à parler de la nomination de Haimura au rang S. L'exécutrice russe a exprimé son objection à cela, tandis que Soroga a accepté sa proposition et certains fonctionnaires lui étaient fiers et curieux de connaître toutes ses capacités. Et Edward leur a dit qu'il avait réussi à vaincre un monstre à 9 têtes tout seul, qualifiant cela de véritable miracle. Soudain, Soroga a ressenti un malaise dans sa poitrine et a dit qu'un super monstre était apparu pendant qu'il parlait et de l'autre côté un monstre gigantesque est sorti de la mer. Puis des hélicoptères sont arrivés sur le site du monstre tandis que les membres de l'escouade se sont rassemblés pour recueillir des informations sur ses caractéristiques. Jan leur dit alors que le monstre se trouve au sud et qu'il traversera les rives de l'île où il se trouve pour atteindre la ville de Honshu en moins d'1 heure et que le quartier général japonais leur a ordonné de battre en retraite et de ne pas affronter le monstre en l'absence du sauveur du Japon. Inora remarque la nervosité de Rango et ses mains tremblantes, alors elle lui prend la main pour la rassurer et lui dire que tout va bien. D'un autre côté, le monstre parvient à détruire l'hélicoptère et à couper la transmission. Alors Jin pense que Mabi est agressif ou possède une intelligence très vive et ordonne à tout le monde de rassembler leurs affaires en prévision du départ. Pendant ce temps, l'évacuation de l'île a commencé avant l'arrivée du monstre, tandis que les 6 chefs ont encerclé Soroga et l'ont empêché de retourner au Japon. L'un d'eux a utilisé sa capacité magique pour l'hypnotiser et Edward a senti que c'était un coup monté et a espéré que Hamura serait capable de maîtriser la situation. Hamura décide d'affronter le monstre avec Rango et Orochimaru et Maya décide de rester avec eux pour les soutenir autant que possible. Ils sont surpris quand Jin les rejoint et leur dit qu'il se représente désormais lui-même et n'est plus ici en tant que chef du groupe, mais bientôt les autres membres les ont rejoints et lui ont demandé la permission de combattre à leur côté. Jin leur a dit qu'il n'était plus le chef et a accepté de se joindre à eux. Puis ils ont sorti leurs armes et ont récité l'hymne du groupe pour se motiver face à l'ennemi. Le matin, le monstre s'est rapproché du rivage, alors Jin a élaboré un plan pour le vaincre et leur a dit qu'il l'attirerait avec les sirènes du port, tandis que les mages noirs l'attaquèrent par la gauche et Haimura par l'avant. À leur grande surprise, le monstre s'arrête de bouger et ils sont incapables de le piéger. Le maladroit Kami tire des feux d'artifice sur le monstre, ne réussissant pas à en toucher un seul mais le faisant bouger à nouveau, et quand Kami le voit de près, il s'enfuit en courant. Les membres du groupe étaient confus en voyant le monstre de près et ont pensé que leur plan pourrait ne pas fonctionner, tandis qu'Orochimaru écrivait son sort pour le geler avec de la glace et que les autres l'attaquaient avec leurs diverses capacités magiques et réussissaient à lui infliger quelques dégâts et à le déséquilibrer. Takatsuri a utilisé son collier et a invoqué son arc et ses flèches pour se débarrasser des insectes avant qu'ils ne s'approchent trop et le monstre a commencé à s'infiltrer dans la ville, détruisant les bâtiments. Jin a alors invoqué son arme et a sauté vers le monstre pour l'attaquer. Se souvenant du moment où il s'entraînait avec Haemura et lui avait demandé comment il pourrait atteindre son niveau de force, il avait répondu qu'il n'avait besoin que de détermination.
Puis il a réussi à porter un coup puissant au monstre et à causer un grand trou dans son corps. Pendant ce temps, Haimura a mis de la musique sur les haut-parleurs pour attirer l'attention du monstre. Puis il a sorti son épée et s'est dirigé vers lui à toute vitesse et a combiné sa capacité magique avec son épée pour porter un coup fatal au monstre et a réussi à lui couper le bras. Le monstre a essayé de l'attaquer avec l'autre bras mais il l'a bloqué. Jin a rejoint Haimura et a réussi à couper une des jambes du monstre. Puis Momo s'est approché de lui et lui a dit que les magiciens noirs avaient réussi à détruire la jambe gauche du monstre. Mais ils ont été surpris de constater que son corps s'était transformé en de nombreux visages et ils ont réalisé que c'était un monstre à plusieurs têtes. Jin a ordonné à tout le monde de battre en retraite, mais le monstre a commencé à émettre des sons perturbants par ses têtes, et aucun d'eux ne pouvait bouger, même Haimura qui s'était entouré d'une barrière magique, et la plupart d'entre eux ont été rendus impuissants par cette attaque. Rango, se souvenant du conseil de Haimura de garder son calme et de réagir vite, a saisi son épée, a utilisé une grande quantité de sa polana, et s'est précipité vers les insectes, les déchirant en morceaux. Momo est ensuite allé voir Haimura et lui a dit que Rango était hors de contrôle et attaquait tout le monde sur son passage. Il lui a dit de s'enfuir pendant qu'il s'occupait du monstre seul, puis il a grimpé sur son dos et a réfléchi à un moyen de le vaincre. Et c'est là qu'il s'est souvenu d'un aperçu de son passé. Il a plongé son épée dans le corps du monstre et a commencé à le disséquer pendant que Momo le protégeait des insectes volants. Puis il a vu Rango perdre connaissance après avoir vaincu un grand nombre d'insectes. Alors Momo est allé la chercher et l'a transportée en lieu sûr. Anwara a continué à déchiqueter le monstre et a vu Maya former une barrière protectrice autour de leurs coéquipiers et s'est souvenu de tous ces moments heureux avec eux et a décidé de ne pas laisser le monstre lui enlever les belles choses de sa vie et a plongé son épée plus profondément dans son corps et a utilisé tout son pouvoir magique pour l'achever et a réussi à désintégrer son corps. Saroga a repris connaissance et quand elle a vu que le monstre avait disparu du radar, elle a réalisé qu'il l'avait vaincu et les 6 autres chefs ont reconnu le droit de Haimor de monter au rang S avec une certaine colère. Edward leur dit qu'il sera traité comme un étudiant jusqu'à l'obtention de son diplôme via une période de probation de 3 ans. De l'autre côté, les membres de l'escouade s'occupent d'un des blessés et Haimor s'assied sur la plage avec Rango. Après son retour du camp, Haimor est allé rencontrer la nouvelle étudiante d'échange de Russie après avoir été piégé par une lettre d'amour anonyme pour le forcer à venir la rencontrer. Et il a réalisé que c'était un piège pour l'attirer, mais la jeune fille lui a dit que ce n'était pas un piège. Et il a été surpris quand elle lui a dit qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard, puis elle lui a proposé d'entamer une relation officielle. Amora l'a surprise en refusant d'avoir une relation avec elle parce qu'il ne la connaissait pas encore très bien. Elle s'est sentie très déçue et a voulu mourir. Amora a essayé de rectifier la situation et a proposé de commencer par être amie. Après cela, la nouvelle élève est allée en classe sous les regards étonnés de ses camarades, surtout des garçons. Puis elle a écrit son nom au tableau en russe et s'est présentée comme Alina Arshafina. Alors Rango lui a demandé le nom de son père, car les Russes sont connus pour écrire leur nom en 3 parties, et elle a répondu qu'elle n'avait pas de parents et que le nom Arshafina était celui de l'institution où elle avait grandi et qu'elle avait un jeune frère. Orochibara, lui, a ensuite demandé quels étaient ses objectifs en rejoignant l'académie et a été surprise quand elle a répondu qu'elle voulait être en couple avec Amora. Alors Rango s'est précipité vers elle et lui a dit qu'elle ne le permettrait pas, tandis que Amora était assis, la main sur le visage, très embarrassée. Rango lui dit alors qu'elle n'autorisera pas cette relation en tant que sa sœur et qu'elle devra passer par elle si elle veut exprimer ses sentiments pour lui, mais elle a été surprise par l'attitude calme d'Alina face à ses paroles, alors qu'elle lui demandait de laisser son frère tranquille. Alors Orochibara s'est approché d'elle et a demandé à Alina ce qu'elle aimait exactement chez Emura. Alina a répondu que c'était le coup de foudre, mais elle n'était pas satisfaite de sa réponse. Alors Alina a demandé à Orochibara ce qu'elle aimait chez lui et n'a pas été satisfaite de sa réponse quand elle a dit qu'elle aimait tout chez lui, et c'est devenu comme un défi entre elles, sous les regards surpris des autres. Après les cours, ils se dirigent tous vers le terrain d'entraînement et Haimor est surpris que Momo soit au courant de la confession d'Alina à son égard. Maya lui dit que toute l'académie est maintenant au courant de leur situation. Mare s'enthousiasme et leur dit que c'est bien d'être jeune et de ne pas être affecté par les différents pays, races et cultures, et dit à Emura d'être amical avec Alina. Rango et Orochibara arrêtent Alina à l'extérieur de l'académie et lui demandent si elle les a observés tout ce temps, mais elle les ignore et demande à Emura de sortir avec elle demain. Rango a refusé de la laisser sortir seule avec lui et a décidé d'y aller avec elle et Orochibara, mais elle s'est excusée d'être occupée. Alors Rango a dû y aller seule et Alina a juré de lui prouver qu'elle méritait d'être sa petite amie. Le lendemain, Imora les a attendues toutes les deux pendant longtemps jusqu'à ce qu'il soit surpris quand Alina est apparue vêtue d'une tenue de chat-servante et il a été embarrassé par les regards des gens autour d'elle et lui a dit que ses vêtements étaient étranges pour les Japonais. Alina est de nouveau frustrée et lui dit qu'elle a entendu dire que les garçons japonais aimaient les filles qui portaient de tels vêtements et qu'elle avait appris la culture japonaise auprès d'une source fiable pour devenir sa petite amie. Puis il reçoit un appel de Rango et elle lui dit qu'elle ne peut pas sortir avec eux aujourd'hui parce qu'elle aide Sophie à cuisiner après qu'elle se soit cassé le bras pendant les services religieux. Emor a réalisé qu'il allait devoir passer toute la journée seul avec Alina. Puis ils ont commencé à marcher ensemble jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un restaurant et il a senti son désir et sa curiosité d'y entrer. Alors ils ont déjeuné là-bas et elle lui a dit qu'elle n'avait jamais mangé dans ce restaurant parce qu'elle était toujours occupée.
Il lui a demandé la nature des écoles en Russie, mais elle a répondu qu'il n'y avait pas d'école en Russie pour les sauveteurs, qui sont traités de manière militaire et suivent un entraînement intensif. Il a réalisé qu'elle avait beaucoup souffert avant de déménager au Japon et lui a proposé de s'amuser pendant la journée et de l'aider à se faire des amis. Elena s'est émerveillée de son amabilité et s'est demandé s'il ne la soupçonnait pas d'être une mercenaire. Il lui a demandé si elle comptait se débarrasser de lui bientôt, mais elle lui a dit que non et que le voir lui rappelait quelqu'un qu'elle avait rencontré il y a longtemps, et il a été surpris quand elle lui a dit qu'il ressemblait à Edward. À ce moment-là, Orochibara interrogeait l'assassin d'Edward et lui a demandé de lui donner des informations sur Alina. Quand l'assassin a entendu son nom et sa description, elle s'est souvenue du jour où elle avait poignardé Edward et a dit à Orochibara qu'elle était une mangeuse d'hommes. Je ne connais pas cet appétit. Aimora et Alina se sont ensuite assis dans un parc, observant des gens jouer, et il lui a dit que cela lui rappelait des souvenirs de parties de bal avec son oncle, car ses parents étaient morts quand il était jeune. Puis il l'a regardée et lui a dit qu'ils partagèrent les mêmes sentiments d'être orphelins, et lui a demandé de rencontrer son jeune frère un jour. Elle a saisi son collier et s'est perdue dans ses pensées, puis lui a demandé en retour de rencontrer son oncle Anand. La nuit, un corbeau mystérieux nommé Kondra s'est posé sur le balcon d'Alina et lui a dit qu'elle se débrouillait bien jusqu'à présent et qu'il devait exploiter la seule faiblesse de Aimora pour assurer le succès de leur mission. Elle lui a dit que sa faiblesse était la famille, alors il lui a ordonné de continuer à le séduire jusqu'à ce qu'elle devienne sa faiblesse, en échange de plaider auprès de l'empereur du tonnerre pour qu'il lui permette de passer du temps avec son frère. Le lendemain, Alina est allée à l'académie et quand elle a ouvert son casier, elle a trouvé une enveloppe avec une lettre d'Orochibara. La nuit, elle est allée la rencontrer et Orochibara l'a défiée en duel et lui a dit qu'elle savait tout d'elle et qu'elle était l'atout de l'empereur du tonnerre en tant que tueuse de sauveurs et a juré de ne pas la laisser approcher Aimor. Elle a ensuite saisi son collier, a invoqué son arme et a commencé à attaquer Alina, qui a utilisé sa vitesse pour esquiver ses attaques magiques. Bien qu'Orochibara ait quand même réussi à la blesser avec de la glace, le corps d'Alina a progressivement commencé à geler jusqu'à ce qu'elle résiste à sa capacité et continue de courir, puis elle a saisi la bonne opportunité et a surpris Orochibara avec une attaque par derrière. Mais le dragon de glace Nagrafitz est sorti de sa baguette et l'a sauvée à temps, puis s'est précipité vers Elena et a continué à l'attaquer et à essayer de la geler. Et elle s'est sentie impuissante et n'a pas pu suivre la puissance d'Orochibara. Orochibara a été surprise que son arme ait pu absorber son attaque et Elena s'est dirigée vers elle avec l'intention de l'achever et de protéger l'avenir de son frère, et elles ont continué à échanger des attaques jusqu'à ce qu'Elena réussisse à éliminer Nagrafitz et à le ramener à sa forme de sceptre. Puis elle a mis son épée autour du cou d'Orochibara et lui a ordonné de promettre de garder son identité secrète et de ne pas s'interposer entre elle et Hemura, sinon elle l'éliminerait. Puis elle lui a fait une égratignure à la jambe pour la rendre incapable de se tenir debout. Orochibara lui dit qu'elle lui laissera une cicatrice profonde sur le visage pour qu'elle ait honte d'apparaître à nouveau devant Hemura. Orochibara lui dit qu'il ne la haïra pas pour avoir une cicatrice sur le visage, mais elle s'enfuit après que le professeur de l'académie apparaisse et leur dise que les combats entre sauveurs sont interdits. Le lendemain, à la surprise générale, Orochibara est soumise à un couvre-feu et Alina est absente de l'académie pour la journée. Ainora sent que quelque chose ne va pas et va rendre visite à Orochibara chez elle, où elle lui parle d'Alina et de sa possession d'une épée démoniaque connue pour dévorer les hommes, qui consume le mana de la planète et la magie, et qu'Edward a été blessé par elle dans le passé. Amor a essayé de rationaliser la situation et n'a pas réalisé qu'Elena était une tueuse à gages, mais quand il a vu sa blessure à la jambe et qu'elle lui a raconté ce qui s'était passé la veille, il s'est inquiété pour elle et l'a serrée dans ses bras avant qu'elle ne puisse finir de parler et lui a dit de prendre soin d'elle. Puis il lui a dit que le fait qu'Elena soit une assassine ne changerait rien, car il croyait qu'elle n'était pas une mauvaise personne au fond d'elle. Pendant ce temps, Elena souffrait d'une blessure à la jambe tout en faisant un cauchemar à propos de son frère, jusqu'à ce qu'elle sente Conrad sous la forme d'un chat effrayant, la réveillant pour lui dire que Hemura avait découvert son identité. Hemura et Rango sont devant sa porte, alors elle fait semblant de ne pas être là jusqu'à ce que Rango ouvre la fenêtre pour s'assurer qu'elle est bien à l'intérieur. Puis ils entrent pour passer du temps avec elle, et il apprend que sa blessure est une combinaison de la capacité d'Orochi Orochibara et d'une malédiction et l'aide à guérir. Elle lui a dit qu'il y avait beaucoup de magiciens noirs en Russie, mais que personne n'avait jamais utilisé autant de pouvoir sur elle. Et quand Rango s'est assise à côté d'eux, Alina s'est demandé pourquoi ils étaient frères et sœurs, et il lui a dit qu'ils l'étaient dans leurs vies antérieures et a senti qu'il fallait un miracle pour réincarner deux frères à la même époque. Aimor a dit que toutes les relations sociales humaines sont basées sur des miracles, y compris leurs relations, et la nuit, elle s'est réveillée au milieu de son sommeil et l'a trouvé toujours à côté d'elle, endormie et lui tenant la main. Le lendemain, ses collègues ont commencé à se relayer pour lui rendre visite, prendre de ses nouvelles et lui préparer à manger. Et le soir, Sophie est venue lui rendre visite et lui a demandé si elle appréciait son séjour avec eux au Japon et lui a conseillé de rejoindre la branche japonaise de l'agence après l'obtention de son diplôme. Elena a dit qu'elle ne pouvait pas trahir son frère, puis a senti en elle que sa mission avait échoué car elle commençait à aimer tout le monde autour d'elle. Et quand Hemura est revenue, elle lui a demandé de sortir avec elle le prochain jour de vacances. Quelques jours plus tard, Hemura a remarqué qu'elle était assise seule dans le bus et qu'elle était très distraite.
tandis qu'Oroshibara a été surprise quand Rango lui a dit qu'elles allaient à un rendez-vous aujourd'hui. Et après qu'ils aient atteint leur destination, Emura s'est émerveillée de son comportement envers lui et lui a demandé si elle voulait lui tenir la main. Puis elle l'a surpris en enlevant sa robe devant lui et a saisi son collier, a invoqué une épée mangeuse d'hommes et lui a révélé sa véritable identité, puis s'est précipitée vers lui avec l'intention de le tuer. Pendant ce temps, Orochibara et Rango sont arrivés à destination et Rango a été surprise par les informations qu'Orochibara lui avait données. Orochibara a réalisé que quelque chose n'allait pas, alors Rango lui a demandé d'entrer pendant qu'elle s'occupait de Sophie. Et quand elle a essayé de l'arrêter, Rango a utilisé sa polana pour se tenir juste devant elle et la défier en combat. À ce moment-là, Aimora et Alina se battaient et essayaient en fait de l'attaquer avec plusieurs coups jusqu'à ce que leurs épées s'entrechoquent. Et il a remarqué qu'elle pouvait absorber son plan juste avec son épée. Alors il s'est éloigné d'elle à une distance de sécurité, puis a essayé de la frapper avec son pouvoir magique, mais il a été surpris quand la boule de feu lui est revenue et a brûlé son épée. Il a essayé de l'attaquer avec plusieurs coups d'épée, mais Elena a rapidement absorbé son plasma sans même que leurs épées ne se touchent. Puis elle s'est approchée de lui et lui a asséné un coup de pied puissant à la poitrine. Pendant ce temps, Ranga attaquait Sophie près du portail. Alors Sophie a décidé d'être plus sérieuse et a utilisé son collier pour invoquer son arme, tandis que Aimora réfléchissait à un moyen de régler la situation. Mais Elena l'a interrogé sur sa force et ses souvenirs. Aimora s'est souvenu d'une partie de son passé où il affrontait une armée entière seul et versait du sang jusqu'à ce que son corps et son épée soient complètement tachés. Alors il a décidé d'utiliser sa force actuelle contre Elena qui s'est précipitée pour l'achever, mais il a été surpris de l'esquiver et de la frapper d'un coup profond. Rango, d'un autre côté, a été surprise que l'arme de Sophie se désintègre. Alors elle lui a dit qu'elle n'avait pas pu trouver une arme capable de résister à son plan par le passé, puis elle a procédé à l'attaque de Rango de toutes ses forces. Et c'est là qu'elle s'est souvenue à nouveau du conseil de Aimor. Elle a essayé de frapper Sophie avec son épée, mais elle n'a pas résisté à son coup et s'est brisée immédiatement. Rango a utilisé plus de son plasma pour faire éclater complètement l'arme de Sophie. Puis elle a admis sa défaite puisqu'elle ne peut pas se battre sans son arme et s'est approchée de Rango pour un câlin. De l'autre côté, Alina est tombée au sol après le coup de Emora qui lui a dit que peu importe à quel point elle essaierait de le combattre, le résultat ne changerait pas. Alors elle s'est sentie en colère et a ramassé son épée à nouveau alors qu'elle essayait de l'achever. Mais il l'a battue à nouveau et a réalisé qu'elle faisait cela pour son frère. Il lui a dit qu'il n'avait pas pu sauver ses parents par le passé et ne voulait pas qu'elle ressente la même chose que lui. Il a promis de sauver son frère quoi qu'il arrive et Alina a hésité à continuer de se battre. Ils sont ensuite interrompus par Orochibara qui leur dit qu'ils n'ont aucune raison de continuer à se battre puisque Elena n'a pas de frère et que le directeur de l'institution où elle a grandi lui a dit qu'elle avait été abandonnée seule par une nuit de blizzard. Elena a refusé de la croire, alors Orochibara lui a demandé de leur dire son nom, son âge, ou même de décrire ses traits. Elle n'a rien pu dire ni se souvenir de rien et s'est demandé pourquoi. Et puis la voix de Kondrat l'a interrompu pour lui dire qu'Orochibara avait raison et que son frère était un faux. Puis il a expliqué qu'il avait implanté l'illusion d'avoir un frère dans sa tête et que si elle y réfléchissait un peu plus, elle réaliserait que ce n'était pas réel. Alina s'est mise à pleurer et a souhaité être morte maintenant. Et quand Emora s'est approché d'elle, Kondra lui a dit qu'aucun son ne l'atteindrait maintenant qu'il avait pris le contrôle. Il a ensuite attaqué Aemora en utilisant son corps et lui a dit que le corps du sauveur peut être possédé lorsque son esprit devient aussi distrait et passif que le sien et a proposé de reprendre leur combat avec Orochibara blessée présente. Ils ont alors recommencé à échanger des attaques jusqu'à ce qu'il absorbe une grande quantité de sa plana. Amura a décidé d'utiliser toute sa puissance, a invoqué son épée légendaire et a attaqué Alina, détruisant son arme puis a utilisé sa magie pour expulser le Kondra de son corps, la rendant inconsciente et brisant son collier. Emora s'est alors approché d'elle et lui a dit qu'il était prêt à être la raison de sa vie, qu'il deviendrait sa famille. Et elle l'a serré dans ses bras en pleurant abondamment, tandis que Kondra était gravement blessé aux yeux. Il a donc tenté d'approcher la sauveuse de Russie pour s'appuyer sur elle, mais elle l'a repoussé, lui disant qu'elle ne pardonnait pas l'échec et admirait la capacité d'Amora à détruire le seul esprit à l'intérieur de l'épée mangeuse d'hommes, et elle comptait bien élaborer un plan alternatif. Aimor se rend en Russie pour rencontrer un officiel et l'interroger sur l'empereur éclair, mais il est surpris par l'usage de son pouvoir par l'officiel qui l'attaque, lui disant qu'il doit d'abord tester sa loyauté. Aimor s'est suffisamment éloigné, puis s'est souvenu d'un aperçu de son passé de magicien, a commencé à réciter ses sorts et a utilisé la tempête de foudre pour lui donner une leçon, le faisant se rendre en quelques secondes. Il est ensuite allé rencontrer l'assistante d'Edward, Angela, qui lui a donné un faux passeport et visa, s'opposant à sa collaboration avec Edward pour faire la guerre à la Russie. Après cela, ils ont kidnappé l'officiel pour l'interroger sur l'empereur éclair, mais il a nié savoir quoi que ce soit. Aimora lui a dit qu'il était en Russie pour déclencher une guerre et qu'il allait parler au commandant de Khabarovsk. Angela fut surprise par ces mots et lui demanda pourquoi il donnerait des informations à l'ennemi si son intention était la guerre. Il répondit que prendre des otages et les interroger était une perte de temps. L'officiel rit sarcastiquement et le traita de vaurien. Amura le poignarda avec une épée et lui raconta ses souvenirs de vie passée, comment il s'était toujours vu seul face à d'innombrables ennemis et continua de le torturer à coups de poignard jusqu'à le blesser, puis il le quitta et partit. Il a ensuite dit à Angela que cette personne ne mourrait pas d'un coup de couteau, car c'est un combattant de rang A, et a décidé de détruire les commandants régionaux en Russie tant qu'il n'obtiendrait pas suffisamment d'informations d'eux, et en même temps de forcer l'empereur éclair à agir.
Pendant ce temps, l'officiel réussit à se détacher et à s'échapper. Il se rendit ensuite au palais de l'empereur éclair et s'agenouilla devant la femme jusqu'à ce qu'elle apparaisse, lui disant qu'il avait été vaincu par Haimora et qu'il devait mettre fin à ses jours. Il lui demanda de le laisser l'emmener avec lui, mais elle refusa, lui disant qu'elle détestait l'échec et lui ordonna de mourir. Mais quand il lui dit qu'Haimora n'avait pas pu l'achever avec la tempête de foudre, elle confirma sa loyauté envers elle, le tua elle-même, utilisa sa capacité de foudre draconique et réduisit le palais en cendres. Ailleurs, l'impératrice éclair sirote sa boisson tandis que ses partisans réfléchissent au prochain mouvement d'Amor. L'impératrice décide de renforcer leur défense autour de Krasimir pour être surprise de constater qu'ils devront abandonner toute la Sibérie orientale afin de resserrer l'étau autour de lui. Au milieu de la nuit, Haimor se réveilla dans le train et trouva Angela dans le lit voisin. En sortant, il la trouva au téléphone et en conclut qu'elle parlait peut-être à Edward. Le lendemain, Ranga était furieuse qu'Alina ait dit vouloir être la sœur cadette d'Haimora et lui dit qu'elle était sa seule sœur à travers tout le temps et l'espace. Elle a dit qu'il lui avait promis d'être sa famille, et Orochimaru s'ennuyait de les voir se disputer pour des broutilles. Puis elle leur a dit d'arrêter de se battre et de penser à Haimora, qui menait une guerre seule pour eux. Ensuite, ils sont partis et ont rencontré Maya en chemin, espérant qu'Hemura reviendrait et gagnerait sa guerre, et Rango était convaincu qu'il ne perdrait jamais. Pendant ce temps, Hemura et Angela sont arrivés dans la ville de Khabarovsk et ont écrasé tous les gardes qui se tenaient devant lui, leur disant son nom pour qu'ils s'en souviennent, après avoir découvert que la branche de l'agence dans la ville était désactivée. Puis il se rendit dans la région de Vladivostok et constata qu'elle était également désactivée après avoir détruit l'officiel sur place. Il continua de se déplacer de ville en ville, détruisant leurs officiels et leurs quartiers généraux, et découvrit que toutes les branches étaient brisées jusqu'à ce qu'il atteigne la gare de Krasnoyarov et sentit que quelqu'un les observait. Il demanda à Angela s'il y avait un endroit où il pourrait se battre librement, et elle lui répondit qu'il y avait un grand bosquet près d'eux. Il décida donc d'y aller seul pour vérifier et fut suivi par 8 personnes mystérieuses. Après cela, il se rendit au bosquet et leur demanda de se montrer. Le commandant de la région de Krasimiras, Kursten Romanovitch, apparut devant lui, puis dit à Haimora que tous les commandants régionaux qui l'assiégeaient actuellement étaient de rang A, et lui conseilla de retourner au Japon car la plupart d'entre eux mourraient s'ils se battaient avec lui et en même temps, ils ne pouvaient désobéir aux ordres de l'impératrice. Mais Haimura insista pour les affronter à tout prix, puis il invoqua son épée. Il fut surpris par une attaque d'autres commandants utilisant l'ombre gelée. Alors il pensa à se rendre dans un endroit ouvert pour pouvoir se déplacer plus librement. Puis des sœurs jumelles apparurent devant lui, sautant vers lui, alors il s'éloigna d'elles à une distance sûre, mais il découvrit qu'elles étaient incapables de se cloner, puis elles l'encerclèrent de tous côtés, mais elles furent surprises qu'ils puissent bloquer toutes leurs attaques à la fois. Mais elles continuèrent à l'attaquer avec l'intention de venger la mort de leur chef, mais il ne comprit rien de ce qu'elles disaient. Puis il fut surpris par une attaque de feu venant de derrière, alors il repoussa les sœurs pour qu'elles ne soient non pas blessées et réussit à bloquer le feu. Mais il se sentit faible et suffoqué et découvrit qu'il avait inhalé du gaz toxique. Puis il vit quelqu'un apparaître devant lui portant un masque, alors il l'attaqua rapidement et le mit à terre d'un seul coup. Puis Kirsten réapparut et tenta de le piéger à nouveau avec le même stratagème. Mais il écrivit un sort, puis sauta en l'air pour l'affronter et utilisa la magie de glace pour le terrasser d'une seule attaque, réalisant qu'il avait vaincu 4 des 8, puis il sentit l'un des restants près de lui. Il lui demanda pourquoi elle était si clémente avec lui et elle lui répondit qu'il avait sauvé les jumelles en retour. Elle fut surprise en réalisant qu'il n'avait aucune intention de faire mourir qui que ce soit et ne le combattit pas comme les autres. Mais quand il entendit la voix des jumelles, il lui demanda de leur dire qu'il l'avait vaincu, puis lui tapota le front et s'enfuit rapidement. Elles continuèrent à le poursuivre jusqu'à ce qu'il les surprenne avec une attaque qui réussit à les vaincre. Et il n'en restait qu'un, et quand il l'atteignit, il trouva Angela face à lui, alors il se tourna de l'autre côté et découvrit qu'il tenait une femme à travers laquelle l'impératrice éclair apparut, lançant son sort mortel sur eux. Alors il repoussa Angela et subit les dégâts seul. Il se souvint alors de sa vie passée lorsque Rango et Orochimaru avaient été tués par un monstre gigantesque. Mais il reprit conscience et se retrouva dans une pièce, surpris qu'Angela dorme nue à côté de lui, et lui aussi était nu. Quand elle se réveilla et constata qu'il avait repris conscience, elle lui dit qu'elle avait dû faire cela pour le guérir des effets du sort de l'impératrice éclair sur lui, et qu'elle avait brisé le miroir du dernier disciple, ce qui l'avait fait fuir. Puis elle le porta dans une maison voisine, le mit au lit et dut utiliser son corps pour le soigner, et il la remercia de son aide et ils furent surpris quand une fille entra et les vit nus. Elle pensa qu'ils faisaient l'amour et partit rapidement. Ensuite, ils s'assirent tous ensemble à table et la propriétaire leur dit qu'elle s'appelait Katia Honda. Elle était à moitié japonaise, à moitié russe, la commandante de la région d'Ekaterinbourg, et qu'elle les avait repérés en observant l'un de ses partisans. Elle a ensuite dit qu'elle ne voulait pas combattre Amoras puisqu'il n'avait pas l'intention de mettre fin à leur vie et s'assurer que ceux qui l'avaient vaincu était toujours en vie, ce qui lui fit penser qu'il était la bonne personne pour réaliser son souhait et lui demanda d'aider son ami Yuli à s'échapper de l'impératrice éclair. En chemin, Katia leur a dit que la plupart des sauveurs en Russie n'avaient pas de famille, donc personne ne se plaindrait s'ils étaient maltraités et que l'impératrice éclair recueillait leurs enfants, les forçait à se battre les uns contre les autres et nommait les survivants comme ses gardes du corps. Haimor réalisa que la même chose arriverait à son ami. Pendant qu'Angela informait Edward de l'emplacement de l'impératrice, Haimor s'approcha d'elle et lui dit qu'il était sûr qu'il y avait des psychopathes en Russie.
Après leur arrivée à la gare, Amora tapota le front de Katia et la rendit inconsciente un instant, décidant de ne pas l'emmener avec eux car son pays aurait besoin d'elle le lendemain. Puis ils quittèrent la gare et il lui dit de ne pas l'accompagner pour affronter l'impératrice car il ne faisait pas confiance à sa capacité à protéger qui que ce soit en la combattant. Pendant ce temps, l'impératrice de la foudre se moqua de l'idée qu'il n'avait éliminé aucun de ses adversaires et ordonna à ses partisans d'éliminer la dernière personne qu'Aimura avait affrontée pour ne pas l'avoir vaincue. Elle se dirigea ensuite vers le balcon du palais et quand elle utilisa son œil magique, elle trouva Aimora debout dans la cour extérieure, prêt à l'affronter. Alors elle décida de l'attaquer et utilisa son sort pour le saluer et fut surprise d'avoir utilisé le 13e niveau de magie noire et d'avoir invoqué des monstres et des soldats de foudre. Alors il invoqua son épée et commença à attaquer quiconque se dressait sur son chemin et l'impératrice s'émerveilla de sa capacité à résister à son pouvoir. L'un des gardes lui dit qu'il se déplaçait si vite que la foudre ne pouvait pas le suivre et qu'il semblait habitué à combattre une armée entière seule. Alors l'impératrice décida d'utiliser la méthode militaire avec lui pour resserrer l'étau autour de lui, puis il fut surpris par l'apparition des chefs régionaux avec les sauveurs capturés que Katia avait mentionnés. Mais à sa grande surprise, l'impératrice de la foudre fit attaquer les prisonniers par son armée au lieu de lui, et ils commencèrent à tomber devant lui un par un. Gamora perdit soudainement le contrôle de son corps à cause du piège gravitationnel de Yuli. Et alors qu'ils étaient sur le point de l'achever de tous côtés, Angela apparut juste à temps pour le protéger et leur dit qu'elle le défendrait sur ordre du chevalier blanc, Édouard Lampard. Aimora trouva Katia debout derrière lui, Angela lui dit qu'il n'était bon pas venu seul et utilisa un portail pour invoquer Rango et Orochibara. Yuli s'approcha d'eux. Alina apparut à travers un portail et rejoignit le côté d'Aimora, leur disant que les mangeurs d'hommes n'existaient non plus. Puis elle dit que c'était Aimora qui l'avait aidé à renaître en une personne différente et libre et qu'elle aimerait partager ses sentiments avec eux, mais Yuli ne l'écouta pas et demanda à ses collègues de se préparer au combat. Katia s'approcha d'elle et tenta de lui rappeler qui elle était, mais elle semblait absente ou contrôlée par quelqu'un. Alors Alina en profita pour se faufiler derrière elle et couper le collier qu'elle portait, confirmant son idée que le collier contrôlait les sauveurs capturés. Yuli se demanda ce qu'elle faisait et reconnut Katia immédiatement. Angela décida d'affronter les monstres de foudre et proposa aux autres de se joindre à eux pour faire tomber l'empire de la foudre ensemble. Emura avait maintenant une armée de sauveurs qui s'opposait aux monstres de foudre. La bataille commença et l'armée d'Oemura réussit à abattre de nombreux monstres avec magie et épée. L'impératrice ordonna à ses gardes de contacter le gouvernement russe et de leur dire que la ville d'Ekaterinbourg était sur le point de cesser d'exister. À ce moment-là, Angela demanda à Hamora d'aller affronter l'impératrice, car il était le seul à pouvoir la vaincre. Mais ils furent surpris de l'entendre chanter une certaine mélodie qui augmentait son pouvoir de foudre jusqu'à ce qu'un gigantesque géant de foudre apparaisse devant eux. Emura se précipita vers le géant et combina sa magie avec Katia, Orochibara et son épée et frappa le géant, mais il tenait toujours. Emura dit alors à tout le monde de se coucher alors que le géant lançait une attaque massive vers eux, frappant l'iceberg derrière eux et en détruisant une partie. Emura les avertit alors de la prochaine attaque du géant et la trouva inévitable, et pensa que c'était la fin. Amora se souvint d'une partie de son passé et réalisa ce qu'il devait faire, lança le sort d'eau interdit devant le géant, puis serra sa prise et frappa la terre pour qu'elle devienne une vaste zone de mer, immobilisant le géant, puis le ligota. Le ligota et ordonna aux vagues de la mer de le presser jusqu'à ce qu'il se brise en particules devant eux et disparaisse de l'existence. Pendant ce temps, l'impératrice Éclair fut stupéfaite d'avoir été vaincue par Emora et fut surprise de voir ses gardes l'abandonner et fuir car ils avaient plus peur de lui que d'elle. Et quand elle se retourna, elle trouva Aimora à une courte distance d'elle. Alors elle lui dit qu'elle n'avait pas encore perdu, mais quand elle utilisa la foudre draconique, elle ne réussit pas face à son pouvoir aquatique. Alors elle s'agenouilla au sol, désespérée, et le supplia de la laisser en vie en échange de devenir sa servante. Il s'approcha d'elle et lui demanda comment elle pouvait supplier pour sa vie alors qu'elle éliminait sans pitié ses partisans. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas perdre l'Empire et lui demanda de ne pas lui enlever son pouvoir. Amora se sentit encore plus en colère et lui dit de ne pas prendre la vie et les biens des autres si elle ne voulait pas que quiconque les lui prenne. Puis il partit retrouver ses amis après avoir tenu sa promesse de ne pas verser de sang. La nouvelle de la victoire de Aimora et de ses amis dans la guerre russe parvint à l'Académie, et tous célébrèrent son retour à la maison le lendemain. Maya fut déçue car elle pensait qu'il reviendrait ce soir, mais Maria lui demanda d'être patiente jusqu'au lendemain. Le soir, Angela réprimanda Aimora pour avoir utilisé un sort interdit contre l'Empire Éclair et avoir provoqué le changement de toute la carte de la Russie. Katia tenta de calmer les choses et lui dit que le réprimander dans le sauna n'était pas une bonne idée. Emora s'interrogea sur le fait de partager le même bain avec les filles et Angela lui dit que c'était le style des bains publics en Finlande. Katia leur dit que c'était normal, surtout qu'elle les avait déjà vues nues dans le même lit. Les filles d'Aimora sont choquées et se précipitent vers elle. Elles demandent à Angela d'expliquer et elle répond que c'était compliqué à l'époque. Elena est frustrée que son frère ait dormi dans le même lit qu'une Anglaise.
Rango était furieuse et lui dit de ne plus mentionner cette histoire de fratrie, mais Elena insista sur le fait qu'Aymara était son grand frère et la défia en duel de sororité. Le défi consistait à verser de l'eau sur les charbons jusqu'à ce qu'ils deviennent brûlants, ainsi jusqu'à ce que la situation s'aggrave, et les filles commencèrent à sortir du bain, puis elles commencèrent à faire de l'exercice dans le bain pour tester leur endurance et tentèrent tous les différents défis physiques sous la haute température jusqu'à ce qu'Elena abandonne finalement et Rango célébra sa victoire, prouvant qu'elle était la seule sœur d'Emura. Mais bientôt, elle s'évanouit à côté d'Oroshibara qui utilisa la magie de glace pour abaisser la température du bain, gelant Rango et Alina et détruisant une partie du bain, ce qui leur causa un rhume dû au changement soudain de température. Après cela, Oroshibara s'assit avec Emura dehors et lui demanda de ne plus les laisser derrière lui, de ne plus tout faire seul, et lui dit qu'elle resterait avec lui dans le passé comme dans le présent. Il se souvint du rêve qu'il avait eu sur son passé concernant le monstre qui les avait anéantis sous ses yeux et sentit que c'était un rêve de mauvais augure. Alors, elle lui dit que ce n'était pas nécessairement un rêve sur le passé, mais peut-être un aperçu de l'avenir. Le lendemain, Edward et Saroga reçurent un message de Marie concernant le retour du groupe russe au Japon. Puis Saroga ressentit un serrement dans la poitrine, signalant l'apparition imminente d'un super monstre. De l'autre côté, Haimora et ses compagnons utilisèrent un portail de transport pour retourner au Japon après avoir dit au revoir à Katia et Yuli, et fut surpris par un appel de Soroga avant qu'il ne bouge du portail. Puis les filles commencèrent à voyager vers le Japon, et Maya courut vers elle, espérant qu'Aimora apparaîtrait ensuite. Mais elle fut surprise qu'elle voyage sans lui et se demanda pourquoi il n'était pas venu avec elle, tandis qu'Aimora restait en Russie pour vaincre le super monstre qui venait d'apparaître, puis attaqua le monstre avec Yuli, tandis que Katia les protégeait par derrière. Pendant ce temps, Maya était assise, triste et frustrée. Sarango s'approcha d'elle et lui dit qu'Aimour leur avait demandé de revenir car tout le monde était inquiet et lui dit de lui passer le bonjour. Maya dit qu'elle se sentait seule depuis son départ pour la Russie et attendait avec impatience son retour. Sarango eut pitié d'elle et lui proposa de dormir ensemble dans sa chambre jusqu'à son retour afin qu'elle ne soit pas seule. D'autre part, Edward dit à Angela que la douleur de Soroga s'aggravait jusqu'à ce qu'il perde toute conscience et lui demanda de se préparer à toute urgence car il avait un mauvais pressentiment. Et la douleur de Soroga commença à prendre le dessus, jusqu'à ce qu'Edward s'approche d'elle, et elle lui saisit la main et lui dit que ce qui arrivait n'était pas seulement un monstre surnaturel, mais un dragon ancien. Le lendemain, les habitants de la ville furent surpris par un grand nuage noir en forme de vortex, d'où descendit un grand dragon noir. Tout le monde commença à courir ça et là, et l'académie commença à évacuer les étudiants non combattants. Et Oroshibara sentit comme si le dragon attendait l'absence d'Amora pour apparaître. Les membres de l'escouade d'attaque se rassemblèrent, et Jin leur dit que leur ennemi était une nouvelle espèce inconnue d'eux, et qu'ils devraient l'affronter sans l'aide de Soroga car elle était malade à l'hôpital, et Edward était en route vers eux, tandis que la directrice Marie préparerait une porte de transport pour transporter toute la population. Puis il commença à les motiver avec des mots d'encouragement et leur dit qu'ils se battaient pour l'avenir de leur académie. Puis Angela s'approcha de lui et lui demanda de les rejoindre en tant que soutien au nom du Royaume-Uni, et Jin accepta de l'inclure dans leur rang pour renforcer leurs forces. Après cela, ils s'approchèrent à une distance sûre pour voir le dragon et jurèrent de réussir à le vaincre sans Emura, ou l'académie cesserait d'exister. Mais Oroshibara remarqua un sourire sur le visage du dragon et leur dit qu'il était au courant de leur plan. Le dragon s'envola ensuite dans le ciel, confirmant qu'il avait découvert le piège qu'il lui tendait, atteignit la plus haute altitude, puis descendit à toute vitesse et commença à cracher du feu dans la forêt, les forçant à sortir de derrière les arbres après les avoir brûlés. Quand le dragon vit Rango, il se dirigea vers elle alors qu'elle essayait de courir aussi vite qu'elle le pouvait, mais elle trébucha à mi-chemin, et quand elle se retourna, elle trouva le dragon s'approchant d'elle, essayant de la dévorer. Mais Kanzaki la sauva à temps en le frappant par derrière. Alors, un groupe s'est formé pour l'attaquer à distance avec de la magie. Le dragon a créé une barrière magique devant lui, puis, par ses yeux, il a commencé à lancer des sorts, réussissant à annuler les capacités magiques de l'équipe entière. Et ils ont commencé à se disperser, cherchant à échapper à sa prochaine attaque, tandis qu'il utilisait une magie inifuge pour embraser toute la zone alentour. Pendant ce temps, Aymara réussit à vaincre le monstre en Russie, mais fut surpris de voir le dragon apparaître au Japon. Il se souvint alors du cauchemar qu'il avait eu sur la mort de Rango et Oroshibara, réalisant que c'était un aperçu du futur. Une colère profonde l'envahit face à cette apparition récurrente chaque fois qu'ils étaient ressuscités, comme pour le tourmenter encore et encore avec l'amertume de la perte. Après cela, l'équipe d'assaut commença à attaquer le dragon de toutes les manières possibles, mais en vain, car il continuait de cracher du feu partout, cherchant à les blesser. Et de l'autre côté, Marie s'affairait à retravailler le portail de transport pour l'activer au plus vite. Alors, Jin réussit à sauter sur le dos du dragon, et au moment où il allait lui planter l'épée, le dragon le projeta à terre. Kanzaki bloqua le souffle ardent du dragon avant qu'il ne l'atteigne, mais lorsqu'elle relâcha sa défense, le dragon parvint à les frapper ayant désactivé sa barrière protectrice. Puis, il commença à brûler les arbres et à blesser plusieurs membres du groupe, dont Momo qui s'évanouit dans les bras de Rango. Pendant ce temps, le feu du dragon se propagea vers Marie et Maya, forçant cette dernière à abandonner le portail pour sauver sa sœur des flammes. Quand Maya décida de la soigner, elle lui dit de terminer le sort là où elle l'avait laissé pour qu'il puisse ouvrir le portail, puis elle lui transmit une partie de ses pouvoirs avant de perdre complètement connaissance. Alors Maya mit le chapeau de sa sœur, pleine de confiance,
force pour ouvrir le portail et sauver tout le monde et continua d'écrire le sort jusqu'à ce que le dragon apparaisse devant elle et tente de l'attaquer. Mais Edward apparut juste à temps et bloqua le coup du dragon avec son bouclier, restant inébranlable jusqu'à ce que Maya termine d'activer le sort et d'ouvrir le portail. Et c'est alors que Aimur apparut, accompagné de Katcha et Yuli. D'un autre côté, Orochimaru pensa que le dragon jouait peut-être avec eux malgré son pouvoir de réduire la ville en cendres ou qu'il attendait peut-être que quelque chose se produise. Il continua donc de suivre Rango dans la forêt et quand il tenta de l'attaquer, elle fut surprise de se retrouver indemne. Puis elle vit Aemura s'approcher d'eux, le visage empreint d'une expression de colère. À ce moment-là, Kanzaki soignait les blessures de Jin et quand il aperçut Aemura, il leur demanda d'aller le soutenir sans tarder. Mais Emura leur ordonna à tous de se retirer et de s'occuper des blessés, avertit Rango et Orochimaru de ne pas s'immiscer dans cette affaire et jura de se venger du dragon noir qui lui avait tout pris dans sa vie passée. Alors il commença son attaque et se précipita vers le dragon avec son épée, lançant un sort de magie de feu qu'il combina ensuite avec sa lame pour former une superpuissance à l'intérieur de celle-ci. Puis il porta son coup fatal vers le dragon, mais il fut surpris de constater que cela ne l'affectait absolument pas. Alors Roshibara lui dit que la magie ne l'affectait pas et qu'il avait la capacité de l'annuler. Il décida de régler l'affaire en utilisant uniquement sa polana, mais il se raidit après avoir entendu le cri tonitruant du dragon qui résonna dans toute la ville. Et personne ne put bouger jusqu'à ce qu'il ait fini de hurler, et Aemura constata que sa lame avait été brisée par ce cri assourdissant, puis le dragon s'approcha de lui et retira des insectes de son corps. Jin réalisa qu'il possédait d'un coup tous les pouvoirs des monstres précédents, et Orochimaru comprit que le dragon avait attendu Aemura pendant tout ce temps, et Aemura continua de déchirer les insectes, jusqu'à ce qu'il soit de surpris de le voir disparaître et réapparaître derrière Rango et Orochimaru. Et avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, il cracha un feu noir de sa gueule, provoquant la rigidité de leur corps. Aemura fut choqué que l'histoire se répète encore une fois et que le dragon lui arrache les êtres qu'il aimait. Puis il ramassa son épée et sauta vers le dragon, le frappant à plusieurs reprises, tentant de l'achever, causant de larges blessures sur son dos. Mais Kaguya remarqua qu'il écrivait des runes magiques sur le dragon qui serait alors incapable de neutraliser la magie émanant de son propre corps. Angela tenta de l'empêcher de continuer à écrire sa magie avant qu'il n'efface la ville de la carte. Mais Alina lui dit qu'il n'était plus le Aemura qu'il connaissait et qu'il s'était transformé en un monstre mortel, tout comme elle l'était devenue. Et quand il eut fini d'activer les runes, le sort anéantit tout autour de lui, provoquant une explosion assourdissante et lumineuse. Pendant ce temps, dans son esprit, Ranga tentait de s'éveiller et de se libérer de la rigidité imposée par le dragon pour aider Emura, tandis que Orochimaru se moquait de sa fin pathétique malgré son pouvoir de sorcière des enfers. Et tous deux continuèrent de se flageller après avoir échoué une fois de plus, comme cela s'était produit par le passé. Puis chacun d'eux tenta de s'éveiller à travers son subconscient et les souvenirs de leurs vies antérieures. Et quand ils se souvinrent de tout, ils réalisèrent que c'était le bon moment pour revenir, sauver Aemura et lui apporter leur soutien. Et alors ils furent libérés de leur rigidité, et Aemura fut surpris de les retrouver à ses côtés après qu'il eut activé son sort interdit. Puis ils s'approchèrent de lui sous leur forme de vies antérieures et lui dirent qu'ils seraient toujours ensemble, en tout temps, en tout lieu, et pour l'éternité. Et Aemura se souvint de la dernière mémoire de sa vie antérieure, qu'il était deux personnes en une seule. Le chevalier Flaga et le sorcier noir Chosora. Et il invoqua les deux formes, les fusionnant ensemble. Tout le monde fut surpris qu'il puisse réincarner ses vies passées et ils vinrent l'aider à détruire les insectes volants. Amor réalisa qu'il n'était plus seul, il gagna en confiance et commença à écrire le sort qui détruirait le dragon pour toujours. Pendant ce temps, tous les autres commencèrent à écrire leur propre sort pour l'attaquer simultanément. Au moment où il s'apprêtait à les invalider, Angela lança sa dague dans son œil pour annuler sa capacité, le temps que Aemor termine d'écrire son sort. Puis il lança une attaque sonique en hurlant de nouveau, mais Edward utilisa son corps et son armure pour bloquer l'écho de ses cris. Alors Amura s'envola à la plus haute altitude et se tint face au dragon, unissant ses forces à celles de Rango et Orochimaru. Il réussit à lui porter le coup fatal pour l'effacer de l'existence pour toujours, et ce coup provoqua une explosion gigantesque. Tous célébrèrent alors leur victoire éclatante sur le dragon. Et à ce moment-là, Saroga se stabilisa et réalisa que Emura avait réussi à vaincre le dragon. Quelques jours après la bataille, Edward fit ses adieux à Emura et à ses compagnons avant de retourner en Angleterre avec Angela. Avant de partir, il s'approcha d'Emura et lui murmura de se méfier du chef de la branche française, nommé Charles. Après avoir vu l'avion d'Edward s'envoler dans le ciel, ils quittèrent l'aéroport et Orochimaru partit chercher le chauffeur. Emura se demanda si Rango ne se souvenait toujours de rien de leur rencontre avec un dragon et de leur victoire. Et elle lui dit qu'elle faisait un rêve chaque nuit depuis qu'elle était sur Osha dans sa vie passée. Rango fut attristé par le fait qu'ils avaient tant de souvenirs en ce lieu, mais Aemura lui dit qu'il pouvait créer des souvenirs n'importe où. Orochimaru dit qu'Aemura allait rester chez elle pour un temps, et quand Rango s'énerva, elle proposa de loger chez son ancien chat, mais Rango continua de s'en plaindre. Sur le chemin du retour, Aemura raconta qu'il avait rencontré la sorcière des enfers au moment où il était sur le point de perdre le contrôle de ses pouvoirs. Orochimaru l'interrompit avant qu'il ne puisse finir sa question et lui demanda de garder le secret. Au moment où ils étaient sur le point de s'embrasser, Rango se précipita vers eux et interrompit l'instant, l'embrassant sur les deux joues, ce qui le fit trébucher et perdre l'équilibre.